De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir et je salue vraiment tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors effectivement, on a dû marquer une petite pause la semaine dernière puisqu'il y a 2 semaines on avait entamé le cours donc sur le zéro. La semaine dernière on devait parler du 1, de l'origine africaine. Totalement. Du nombre 1 et on y va. On est parti. On y va, oui totalement, parce que c'est-à-dire que c'est un sujet important. Il faut bien comprendre que vraiment là, nous sommes sur les bases de l'historiographie des mathématiques avec des artefacts africains qui ne sont pas souvent présentés aux jeunes générations. Alors, il faut bien comprendre l'enjeu de l'affaire parce qu'on est dans une situation assez particulière. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, sur le continent, et d'une façon générale dans le monde panafricain. Mais il faut faire la différence entre les mathématiques en Afrique, c'est-à-dire sous-entendant que c'est une gestation intellectuelle qui est venue de l'extérieur et ensuite qui a inondé le continent africain, ce qui veut dire que l'orientation pédagogique d'aujourd'hui doit toujours continuer dans ce sens-là, et les mathématiques africaines, c'est-à-dire le fait de bien montrer que les mathématiques sont nées en Afrique. Et qu'on a une historiographie basée sur l'archéologie, on a des documents, notamment les papyrus, qui montrent tous les types de calculs, d'une façon générale. Mais on a aussi une chose qui est extraordinaire, c'est la diversité des algorithmes. C'est-à-dire que quand un enfant aujourd'hui va à l'école, il a une seule façon de faire la multiplication, alors que dans les traditions africaines, il y en a beaucoup. Donc c'est tout cela aussi qui est l'enjeu, je dirais, du grand challenge, parce que c'est vrai que j'ai pu consulter certains programmes pédagogiques de certains pays africains. Et c'est quand même dommage que sur des thématiques très particulières, l'origine africaine de ce point-là, ou de cette thématique-là, n'est pas mise en avant. C'est-à-dire qu'on ne présente pas, par exemple, le document qui est le premier document sur lequel cette découverte a été faite. Et je dis bien une chose. Il faut bien faire la différence entre le monde extérieur, par exemple le monde grec. Pythagore a inventé un théorème, vous demandez, bon, c'est très bien, mais où est le document de Pythagore? On vous dit, il n'y a pas de document. Bon, Thalès a fait, où est le document de Thalès? Il n'y a pas de document. En fait, c'est abracadabra, il a fait, mais on n'a pas de document. Vous voyez? C'est-à-dire, vous imaginez si l'historiographie africaine se trouvait dans cette situation. On nous aurait mis à la fête. Clairement. Ça, c'est clair. Par contre, nous, sur le continent, quand on parle de quelque chose, je tiens à être très précis vis-à-vis des uns et des autres. Il faut savoir que nous partons d'un document archéologique précis, daté, avec des documents ayant été présentés dans des grands débats scientifiques. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne faisons qu'une communication grand public de quelque chose qui est resté dans le domaine du privé sur le plan scientifique. D'accord? Donc ça, c'est bien important de le comprendre, puisque, vous savez, les mathématiques, c'est la mère de toutes les sciences. Et si on dit que les mathématiques sont nées en Afrique, ça veut dire que la possibilité de dire que la pensée africaine est une pensée primitive, elle est nulle et non avenue. Donc c'est pour ça que, vous voyez, il y a, je dirais, une entrée en matière à faire, de manière à bien sceller les choses. Alors, concernant l'histoire du zéro, nous allons y revenir tout à l'heure, mais je voulais notamment revenir sur l'histoire du 1 mathématique. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, le 1 est une invention de l'Afrique, et l'Afrique a connu différents types de notification du 1. Et cette évolution, c'est important de le marquer. Et la dernière évolution, c'est celle qui est encore utilisée aujourd'hui dans le monde occidental. Et le monde arabe est tout simplement l'héritier de la tradition mathématique africaine. Donc c'est important de pouvoir voir cela. Et si on peut voir par exemple le premier document qui montre comment il y a cette diversité au niveau du 1, mais ce qui est important, c'est le 1 qu'on trace sur une feuille de papier aujourd'hui. Son ascendance au niveau de la forme est africaine. Donc nous allons prendre le temps d'examiner cela. Le héros de cette histoire est passé maître dans l'art du déguisement. Pour certains, il a pris la forme d'une pyramide. Pour d'autres, celle d'un cône. Mais quelle que soit son incarnation physique, il a toujours été le numéro 1. Voilà, donc ce numéro 1 là, c'est de cela dont nous allons tracer l'histoire. Vous allez voir que c'est une histoire vraiment très riche. Mais cette forme-là n'a pas été le premier 1 sur le continent africain.
La première fois qu'on a noté 1, c'était un trait. Et c'est important de voir le trait simple, document, le trait horizontal. Vous allez voir justement les conséquences de ce trait-là, on va les voir. Mais si on peut poursuivre avec le document 2. Alors, d'où vient 1 ? En fait, les origines de 1 sont drapées de mystère. Et c'est une énigme dont seuls nos plus lointains ancêtres ont la clé. À un moment donné, l'un d'eux a dû être le premier être humain à utiliser 1 pour compter. Mais quand ? C'est à une date relativement récente, il y a environ 20 000 ans, qu'on a la première preuve tangible de l'existence de 1 et de son utilisation pour compter. Bien sûr, à la naissance, il n'avait pas cette tête-là. À l'époque, 1 n'était qu'une entaille sur un os. Cet os, qu'on appelle le bâton d'Ishango. Il a été découvert il y a peu de temps au Congo. Regardez ces petites marques. Nous savons que chacune représente un 1. Mais comment en sommes-nous sûrs ? Eh bien, quelqu'un comptait forcément. Parce qu'il y a 60 entailles sur cette face de l'os, encore 60 sur celle-ci, et derrière, il y a plusieurs groupes comprenant le même nombre de marques. Impossible à faire si on ne compte pas. Le bâton d'Ishango marqua sans doute un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Les zoologistes affirment que les autres mammifères sont capables de compter jusqu'à 3, voire 4, mais pas au-delà. En transformant 1 en encoche, nos lointains ancêtres pouvaient compter jusqu'à 4, 5 ou même 6 s'ils étaient vraiment doués. En fait, ils pouvaient additionner autant de 1 qu'ils le voulaient. Et c'est ce qui nous a donné l'avantage sur les lions et les tigres. À partir de cet instant, on pouvait compter jusqu'à plus soif. 1 était devenu un grand garçon. Donc on avait déjà eu l'occasion de parler de ce fameux os d'Ishango. Os d'Ishango. Et nous allons remonter le temps tout à l'heure, mais je voulais revenir sur cet os-là. Pourquoi ? Parce que, en analysant l'os, donc l'astrophysicien camerounais Jean-Paul Bellec a constaté que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'apparaît le 0. C'est-à-dire qu'on dit que les Babyloniens ont été les premiers à laisser un espace vide. En fait, c'est faux. Les premiers à l'avoir fait, ce sont les habitants, les ancêtres de ceux qui vivent en République démocratique du Congo aujourd'hui, parce que la démonstration, elle est tranchante. Si on peut voir le document, donc suivant, qui est la démonstration du 0 sur le bâton d'Ishango. En fait, en Afrique, le 0 est beaucoup plus ancien que la civilisation de l'Égypte noire pharaonique. Et pour cela, il faut remonter tout simplement à Ishango, en République démocratique du Congo actuelle, avec cet artefact qui remonte à moins 25 000 ans. Donc on peut dire que les Égyptiens, en fait, ont notifié le 0 sous le nom de Néférou, mais la démarche d'invention du 0, est beaucoup plus ancienne et nous allons le voir sur l'artefact mathématique d'Ishango. Il faut savoir que cet artefact, en fait, a 3 colonnes de chiffres. Et ce qu'il y a de très particulier sur ces colonnes de chiffres, c'est que la colonne du milieu comporte 48 encoches et les 2 colonnes, donc de droite et de gauche, comportent 60 encoches. Alors nous allons faire la démonstration de l'existence du 0 sur cet artefact. Il faut savoir qu'il fonctionne selon une symétrie axiale. Nous allons voir comment ces calculs fonctionnent parfaitement par rapport à cette symétrie. Alors, premièrement, si nous faisons 3 plus 6, nous obtenons 9, auquel nous rajoutons 2, ça fait 11. Donc nous avons le chiffre 11 donc sur la droite. Si nous faisons 4 plus 8, nous obtenons 12, auquel nous rajoutons 9 et nous obtenons 21, qui est le chiffre donc sur la droite. Dans la partie basse de l'os, si nous faisons 5 plus 5, nous obtenons 10 plus 9, 19. Et si nous faisons 7 plus quelque chose, plus 2, nous obtenons 9. C'est tout simplement le 0 parce que effectivement, on s'aperçoit que pour la cohérence du calcul, il faut que le 0 soit évident de manière à faire en sorte que 7 plus 0 plus 2 égale 9. On peut le vérifier. La base de calcul, si nous faisons 11 plus 13, nous obtenons 24. Et si nous faisons 11 plus 21, nous obtenons 32. Et comment passe-t-on de 24 à 32 ? Tout simplement en rajoutant 8. Prenons la partie basse de l'os.
Si nous faisons 17 plus 19, nous obtenons 36. Et si nous faisons 19 plus 9, nous obtenons 28. Et comment on passe de 28 à 36? En rajoutant 8. Donc il n'y a pas photo. On voit bien ici que le 0 est clairement notifié sur l'artefact d'Ishangu en 25 000 de l'ère ancienne africaine. C'est la vraie invention du 0 dans l'histoire de l'humanité. Professeur. Voilà, donc là, c'est très clair. Je veux dire, on ne va pas discuter de 150 000 ans. Hein. À 14 heures. Non, mais c'est vrai. Là, quand on fait l'analyse, Jean-Paul Bellec a raison. C'est-à-dire sur les modalités de calcul, on voit bien que le 0 est clairement notifié sur ce document par un espace vide. Donc ça, c'est important. Par contre, le trait n'est pas l'invention faite à Ishangu. En fait, ça vient du Swaziland, avec l'os de Lemombo. C'est pour ça que j'ai préparé un autre document, parce que le documentaire qui a été fait marque l'arrivée du 1 en 25 000, 20 000 de l'ère ancienne. Or, ce 1 existait en 35 000, 40 000 de l'ère ancienne. C'est important de le voir. C'est donc au Swaziland, dans la partie sud du continent africain, très exactement dans les montagnes de Lemombo, Swaziland donc, au nord-est de l'Afrique du Sud, que les archéologues ont découvert durant les années 70 le plus ancien témoignage de calcul numérique. Et pour bien comprendre comment a commencé l'histoire des chiffres, donc l'histoire des mathématiques, les deux spécialistes que sont Isabella Arquesanou et Florentina Claudia Dumistrescu ont voulu remonter le cours du temps et elles disent ceci. Pour bien comprendre comment tout a commencé, il est nécessaire de remonter le temps au début des mathématiques. Et elles ajoutent, les origines des mathématiques sont étroitement liées au concept de nombre, de taille et de forme. Et c'est donc au Swaziland, disent-elles, que tout a commencé, car c'est là qu'on a trouvé le plus vieil objet mathématique de l'histoire humaine. Il s'agit donc de l'os de Lemombo, qui est visible au musée de Pretoria en Afrique du Sud et qui date de 35 à 37 000 de l'ère ancienne africaine. Et c'est véritablement là qu'on retrouve l'invention du 1 mathématique, donc ayant pour valeur le trait. Donc le trait égale la valeur de l'unicité. Le plus ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland en Afrique australe, nous dit le professeur Mankiewicz dans le cadre de son ouvrage Histoire des mathématiques. Et il ajoute que cet artefact date d'environ 35 000 de l'ère ancienne africaine et consiste en un perronnet de babouin portant 29 encoches nettement visibles. C'est le fameux os de Lemombo, qui a été découvert donc en Afrique australe dans les années 70. Et, chose particulière, il ressemble au bâtonnet servant de calendrier aux Bushmen de Namibie, encore aujourd'hui. Donc plus on creuse, plus on trouve. Voilà, plus on trouve. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est important, hein, la notification du 1 sous la forme du trait, c'est le Swaziland. Nous sommes aux alentours de 40 000, 35 000 de l'ère ancienne africaine. Pourquoi c'est important? Parce que la modernité aujourd'hui, le trait vaut valeur mathématique. C'est le code barre. Or, vous voyez, alors si on peut voir l'image suivante, ce qui est intéressant, voilà, vous voyez, en 2000, quand c'était l'année mondiale des mathématiques, organisée donc par les organisations internationales UNESCO, il y a eu un timbre qui a été émis. Et donc, quand on a demandé aux scientifiques belges, mais les traits que vous avez mis, c'est pour rendre hommage au code barre, il a dit non, non, non. C'est parce que le comptage a commencé par des traits en Afrique, et ces traits sont toujours utilisés aujourd'hui pour le code barre. Donc c'est-à-dire, c'est tout simplement faire le lien entre la modernité de la préhistoire et la modernité d'aujourd'hui. Donc on n'a vraiment rien inventé, en fait. Voilà, donc c'est pour vous montrer que, en fait, voilà, le timbre de l'année mondiale des mathématiques a bien repris cet élément-là. Donc ça, c'est important de le signifier. Et je crois que c'est en Belgique que vous nous avez dit qu'il y a une grosse réplique de l'os d'Ishangu. Voilà, qu'il y avait une statue donc de 7 mètres de haut, et j'ai invité d'ailleurs le professeur Wilbrook lors du colloque mondial des mathématiques, parce que c'est lui qui avait inauguré la statue, notamment donc à cette époque-là. Donc tout ça pour dire que, vous voyez, quand on parle du continent africain, on est dans quelque chose quand même d'assez profond. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments. Et si on peut prendre l'élément suivant, justement, sur la coudée, vous allez voir aussi que la coudée peut être considérée comme une apparition du 1. On va le voir ici. Enthousiastes, avec un goût prononcé pour la beauté. Mais impossible de construire de beaux monuments sans des mesures précises. Et impossible de mesurer quoi que ce soit précisément sans unité de mesure, sans savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par 1.
Pour résoudre ce problème, les Égyptiens firent quelque chose que personne n'avait jamais fait. Ils définirent leur propre version de 1. Ils la basèrent sur la longueur du bras d'un homme, du coude au bout des doigts, plus la largeur de sa paume. Un était désormais appelé cubit, la mesure de toute chose, le mètre incontesté. Ces 1 officiels, unités de mesure de référence, étaient si importants qu'on les conservait jalousement dans des temples. À partir d'eux, on faisait des copies distribuées dans tout l'Empire pour toutes les constructions. Ainsi, chacun savait à quoi 1 correspondait. Et avec ce simple bâton, les Égyptiens ont pu mener à bien leurs chantiers monumentaux avec une précision étonnante. Si 1 n'était pas devenu le cubit, certaines merveilles du monde seraient sans doute un peu moins merveilleuses. C'était prévu, ça ? Voilà, donc vous voyez que l'histoire là, elle est vraiment très riche. Ah ben nous allons encore remonter le temps. Avant le Swaziland, parce que là c'est chaud. Il s'est passé des choses aux alentours de moins 100 000. Si on peut voir le document suivant, et vous allez comprendre maintenant d'où vient le 1 que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, dans les colloques scientifiques, il y a une chose sur laquelle tous les scientifiques sont d'accord, c'est que dans les cas actuels des recherches, les plus anciens harpons, donc barbelés, ont été faits non pas à Ishango, mais au Katanga. Katanga, c'est le sud-est de la République démocratique du Congo, et les dates 90 000 de l'ère ancienne. C'est-à-dire nous sommes entre 90 000 et 100 000 de l'ère ancienne africaine. Par rapport aux dates d'Ishango, on est aux alentours de moins 25 000 à moins 20 000. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très simplement? Quand nous étions à Blombos, qu'on a eu l'occasion de voir précédemment, les hommes étaient au bord de la mer. Donc, ils pêchaient des poissons et des mollusques. Ils n'avaient pas besoin d'outils particuliers comme le harpon pour aller pêcher les poissons. Mais quand ils ont commencé à remonter donc vers le nord du continent africain, arriver sur les abords de fleuves et des lacs, ben là, il y a des poissons, ils vont commencer à confectionner des outils, le harpon, et qui permettent tout simplement d'attraper des gros poissons. Et si on peut voir le document suivant, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jean Zin de Brocourt, qui avait trouvé l'artefact donc d'Ishango, a pris conscience qu'il y avait une profusion de harpons sur le site de Katanga et sur le site d'Ishango. Et qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'en fait, au fur et à mesure qu'on découvre des harpons sur le continent africain, eh ben, on a des dates différentes qui permettent de suivre la remontée et le déplacement des hommes modernes dans le temps. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on a le Katanga, donc, qui est au sud, on remonte à Ishango, qui est aux alentours du africaine, et à partir de là, on part vers l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger, et vous avez des datations de harpons, vous voyez, entre moins 18 000 et moins 8 000. Je pense que pour un événement climatique, pour des raisons climatiques, avec la problématique du Sahara et du changement de climat, les hommes ont dû revenir vers les fleuves. Et quand ils reviennent vers le fleuve Nil, on retrouve les harpons à Nagada, notre fameux texte, le manuscrit de Nagamadi, voilà Nagada, on est en Afrique, en moins 5000. Et c'est le même harpon, d'accord, du Katanga qu'on va retrouver à Nagada. Donc ça, c'est très intéressant. D'accord? Donc, si on peut voir le document suivant, parce que là, ça devient très technique. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, l'Afrique a fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'elle a notifié un 1 sur la forme d'un trait. C'est resté valable, vous voyez, pendant qu'il existait le harpon. Mais regardez le harpon, c'est un outil fabriqué avec un bout de bois et un emmanchement avec un os ou avec une pierre taillée. Vous voyez? Donc là, on a déjà la forme du 1. Bon. Et donc, ce 1 qu'on va retrouver donc à Nagada, va être inclus dans le système mathématique et ça va devenir Wa. Wa qui est le chiffre 1. Mais pour faire ce Wa, eh ben, il faut dessiner un harpon. Et pour dessiner un harpon, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous dessinez le 1 que vous avez aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'on va discuter sur la base de quoi? C'est-à-dire que chaque fois que les gens font 1, ils dessinent un harpon africain. Donc comment voulez-vous nier que le 1 ne vient pas d'Afrique quand vous dessinez un harpon africain qui remonte à l'époque du Katanga pour faire le chiffre 1.
Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Alors si on peut voir l'image suivante, parce que j'ai voulu montrer, voilà. Donc vous voyez ici, on est aux abords du fleuve, donc il a le harpon, il est en train de pêcher un poisson. Et vous voyez, si on prend le dictionnaire hiéroglyphique, vous avez valeur 1, signe hiéroglyphique, donc toujours le 1. Donc c'est un harpon avec un système de propulsion. Et il se dit roi. Et effectivement, on a wa, donc le son wa, avec le complément phonétique qui est le bras replié, donc qui montre bien, en fait, que ce fameux harpon du Katanga a été inclus dans un système mathématique en Égypte antique et devenu le chiffre 1. Alors, si on peut voir l'image en avançant sur l'image suivante, parce que ça devient très intéressant, parce que ce fameux chiffre 1 va être intégré dans la spiritualité pour dire le Nechewa, c'est-à-dire le Dieu unique. Et vous voyez, quand on dit la phrase, donc l'hymne d'Aton, Nechewa, Nenki Eritepouef, ô Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui, vous retrouvez le Wa qui est le même harpon qui sert à dire un, donc Wa, le Dieu unique, voyez, qu'on avait dans la tradition, et on se retrouve avec ce harpon qui est l'apanage d'Hérou. On avait eu l'occasion de voir Hérou et Saint-Michel, donc qui est ce harpon qui harponne le mal. Donc vous voyez comment tout cela, en fait, est intégré et vraiment diffusé dans toute la pensée pharaonique. Donc, déjà, sur ce point-là, on aura, je pense, l'occasion de continuer la prochaine fois. Mais déjà, sur ce point-là, on voit l'abondance de documentation que nous avons. Et on résume les choses, parce que si c'est pour rentrer dans les détails et les études faites, on a beaucoup de belles choses et de choses très intéressantes qui sont dites. Mais moi, ce que je salue dans cette tradition africaine, c'est le fait qu'elle n'est pas figée. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, on va faire un système de mathématiques, on a un algorithme, on va passer... non. L'Afrique, c'est OK, c'est bon, mais il faut inventer un autre. Il faut simplifier celui qu'on a. Et c'est ça qu'il y a de beau et qui fait que chaque fois que l'humanité cherche ses racines sur le plan intellectuel, elle est obligée de revenir en Afrique. C'est comme papier vient de papyrus. Et vous nous avez expliqué à la case départ. C'était des parchemins, donc c'était loin. Voilà, et que les manuscrits de Nag Hammadi, ce sont les premiers livres de l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez qu'à chaque fois, sur les points les plus cruciaux de la quête intellectuelle et des découvertes intellectuelles faites par l'humanité, c'est l'Afrique qui donne toujours le là au niveau de la mise en place de ce qui sera la modernité après. Et tout est une explication logique et rationnelle. Logique et claire. C'est vrai que quand on écoute les cours, ça paraît... Non, mais c'est clair. C'est le zéro, limpide. il faut arrêter de dire des histoires. Le zéro vient d'Ishango, c'est l'artefact d'Ishango. On ne va pas discuter de midi à 14h, la démonstration a été faite. Donc on va continuer la prochaine fois, totalement, toujours sur le chiffre 1, parce qu'il y a encore des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur. On a un petit changement, effectivement, on a un petit peu bousculé dans le planning, mais la semaine prochaine, on va poursuivre ce cours qui est très intéressant, effectivement, sur l'origine africaine du nombre 1. Merci, professeur. On se quitte et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Une bonne soirée à vous. Bisous.